si vous voulez vous asseoir. Je vous souhaite bon accueil. Bonjour. Bon accueil à tout le monde, à la presse et au public. Merci d'avoir affronté les intempéries. Donc, Christiane David est censée faire l'appel, mais si elle s'appelle elle-même qu'elle n'est pas là, c'est une catastrophe. Alors tu y vas? Allez. Hélène Mérigot, fais l'appel. Je mets mes lunettes ici, sinon je vous dirai rien. Alors, Rayon de Noyer, Yves. Présent. Biel, Marie-Hélène. Bresson, Laurent. Présent. Mérigot, Hélène, présente. Gomez, Eliane. Royer, Christian. Présent. David, Mathieu, Christiane, incessamment sous peu. Gay, Patrick. Présent. Louis, Olivier, représenté par Roland Tavernari. Leclerc, Jean-François. Présent. Tavernari, Roland. Nicolas Jacques, représenté par monsieur ou madame Gomez. Monsieur Gomez. Monsieur Gomez. Blanes Thierry. Villon Patrick. Vedel Chantal. Lecomte Florence. Gomez Lionel. Andrzejewski Renaud Florence. Pereira Elisabeth. Rémy Laurent. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle. Bouillin Marine, représentée par Schneider Estelle. Piasecki Valérie. Digne Boris. Il m'a envoyé un mot d'excuse en me disant qu'il donnait son pouvoir à Valérie. Alors, pouvoir à Valérie. Ripoll Bruno a donné un pouvoir à Véronique Agoguet. Agoguet Fernaillon Véronique. Elamili Neza. Claire Pierre, représentée par Madame Elamili. Nous y sommes. Très bien, merci. Donc le premier point à l'ordre du jour, traditionnel, l'approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 26 mars dernier. Avez-vous des commentaires? Donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions. Approuvé à la majorité. Le premier point traite des communications des décisions du maire qui sont au nombre de 6. Avez-vous des questions? Oui, Madame Agoguet. Oui, bonsoir à tous. J'ai juste une question sur la 2019-016, la désignation d'un avocat à défense des intérêts de la commune devant le TA dans le cadre d'une requête déposée par Madame Dessau. Je voulais savoir où était le problème en fait. Le problème, c'est que ces gens souhaitent pouvoir vendre leur terrain, mais comme urbanisable. Et pour qu'il soit urbanisable, il faut qu'ils réalisent un certain nombre de travaux préalables, et notamment de retournement de véhicules, etc. Et ils ne veulent pas le faire. Donc on leur a écrit que tant que ces réalisations ne seraient pas faites, on ne pourrait pas valider un dépôt de permis de construire. Et moyennant quoi, ils nous attaquent en justice sur ce point-là. Donc nous avons pris un avocat pour nous défendre. Voilà. D'autres questions? Non? Très bien. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est Florence Andrzejewski qui le commande. C'est la cession à Mistral Habitat des parcelles cadastrées AC36, 48, etc., qui sont situées juste derrière l'EHPAD, donc la maison de retraite. Et donc, Florence va nous présenter le projet. Merci. Alors, bonsoir à tous. Mistral Habitat et la commune du Thor détiennent chacun une partie du patrimoine des anciens foyers logements de la rue de Verdelin. Dans un premier temps, Mistral Habitat souhaitait réaliser une réhabilitation du site après obtention d'un permis de construire. L'État a alors émis un refus de subventionner l'opération car l'ancien ensemble immobilier est encore sous l'encours d'un prêt subventionné. C'est pourquoi, dans un second temps, Mistral Habitat a dû envisager un nouveau projet de démolition-reconstruction considéré par l'État
comme une nouvelle opération pouvant alors bénéficier d'une nouvelle subvention. Aussi, et d'un commun accord avec l'architecte des bâtiments de France, ABF, les trois parties, l'État, la commune et Mistral Habitat, ont décidé d'étudier une recomposition générale de l'ensemble de l'îlot pour conserver une cohérence du site. Une orientation d'aménagement a donc été retenue. Celle-ci garantira la mise en valeur de l'entrée est du château par la création d'une esplanade plantée non bâtie. Le parti urbanistique permettra également de constituer une continuité de la perspective de la trouée de la rue Cavalerie. Donc vous avez le plan qui s'affiche. L'îlot bâti sera constitué de 4 bâtiments de proportions différentes qui recomposeront l'espace à l'image du centre historique du Thor. L'opération comportera 30 logements sociaux au lieu et place des 37 foyers logements, qui sont bien sûr pas de la même dimension, et du logement de fonction. En supplément des places de stationnement réservées aux logements à créer, Mistral Habitat aménagera une vingtaine de places de stationnement réservées à l'espace public. La commune se propose de céder son patrimoine immobilier à Mistral Habitat pour un montant de 450 000 €. Pour mémoire, celui-ci avait été estimé par les domaines en septembre 2016 à 464 520 €. La partie des parkings sud, le long de la rue de Verdelin, restant à la commune en l'état actuel. Donc ceux qui font dos plutôt à la maison de retraite. La commune versera une somme de 75 000 € à Mistral Habitat pour la réalisation des travaux de 20 nouvelles places de stationnement, qui viendront en plus des 20 existantes. La commune versera une subvention d'équilibre de 300 000 € à Mistral Habitat, qui viendra en déduction des pénalités SRU de la commune sur 2 exercices budgétaires. À l'issue de la réalisation de l'opération immobilière, Mistral Habitat recédera gracieusement à la commune l'emprise de l'esplanade et du nouveau parking. Ces 3 derniers points feront l'objet d'une délibération lors d'un prochain conseil municipal. Il convient que le conseil municipal se prononce tout d'abord sur cette vente et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer toutes les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Oui, Madame Agoguet. C'est Mistral Habitat qui se charge de démolir les foyers logements? Oui. D'accord. Oui. Je sais que ça a été compliqué, les négociations sur ce site. Je trouve que nous faire payer les parkings à hauteur de 75 000 € alors qu'on baisse le prix qui passe de 450 à 464 000 € et qu'on donne les pénalités SRU, ils auraient pu nous faire grâce des 75 000 € pour la réalisation du parking, mais bon... Eh oui, mais on peut toujours avoir des vœux pieux comme ça, et puis après, quand on est confronté à la réalité de la négociation, le coût de la réalisation des places et l'air, là, c'est 150 000 €. Donc, ils en payent la moitié. Voilà. Bon, il faut savoir quand même que Mistral Habitat a un solde du premier dossier qui est quand même assez important, sur lequel ils vont s'asseoir, quoi. Qu'ils n'ont pas remboursé, etc. Et que depuis 2009, puisque, comme vous le savez, ces logements-là sont inhabités depuis 2009, ils n'ont encaissé aucun loyer, ils en ont payé les taxes, enfin bon, c'est une affaire épouvantable pour eux, épouvantable pour nous aussi, parce qu'on est resté pendant 10 ans sans rien, quoi. Donc, voilà. Donc, il a fallu trouver un accord. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah oui, simplement, à titre d'information, la tombée devrait pouvoir se faire d'ici la fin de l'année. Donc, ça va quand même être 1 mois et demi, peut-être 2 mois de travaux de démolition. Donc, des amiantages préalables, etc. Bon, ça va être un peu perturbant sur le centre de la commune. Et oui. Mais enfin, il fallait en sortir, puisque depuis 2009, c'était un peu une honte pour notre commune, pour Mistral Habitat aussi, alors qu'on est une commune carencée. Enfin bon, c'est quand même un peu dramatique. Donc je vous propose en délibéré de céder à Mistral Habitat les parcelles cadastrées, section AC 36 48 1014 1017, la partie indivise de la parcelle cadastrée AC numéro 1015, ainsi que les parcelles cadastrées section 35P, 37P, 49P, 1016P, 1018P,
non compris les parties affectées de fait au domaine public routier, c'est ce qui longe le rempart, et ses dépendances, stationnement, pour un montant de 450 000 €. Dit que les frais de notaire liés à cette opération seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante est une cession d'une partie des parcelles cadastrées AD 407 et 49 sur le lieu dit Grange-Vieille à la Société de gestion des maisons de retraite, SGMR, Les Opalines. Christian, tu as la parole. Merci. Bonsoir. La commune est propriétaire des parcelles cadastrées section AD 49, 52, 53, 407, 408, 410 et 285 du lieu-dit Grange-Vieille, d'une superficie de 45 637 m². Le 8 août 2018, le service France Domaine a évalué la valeur vénale du terrain à 73 € le m². Ces parcelles situées en zone UC, 1AUC et NCO sont concernées par une orientation d'aménagement et de programmation du PLU approuvée le 16 mars 2017 et ayant fait l'objet d'une révision allégée le 20 mars 2018. Novembre 2018. Les secteurs en zone UC et 1AUC d'une superficie d'environ 22 000 m² sont destinés à accueillir une opération d'ensemble à vocation d'habitat. Par délibération en date du 22 janvier 2019, le Conseil municipal s'est prononcé favorablement sur un détachement de 3 lots à bâtir en autorisant M. le maire à signer et déposer une déclaration préalable de division. La Société de gestion des maisons de retraite, SGMR Les Opalines, s'est portée acquéreur du lot numéro 2 d'une superficie avant bornage d'environ 7 177 m². Afin d'y réaliser un établissement d'hébergement aux personnes âgées, le lot serait cédé pour 90 € le m². Les frais de notaire inhérents à cette opération seraient à la charge de l'acquéreur. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette vente et autorise M. le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Christian. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Alors, avant de vous lire le texte, je vous demande de rectifier une petite erreur. Dans l'article 1, il y a marqué SGM Les Opalines pour un montant de 90 € le m² et pas d'environ. C'est la somme globale qui sera environ puisque nous attendons la division définitive. Hein. Mais le prix au m², lui, il n'est pas de environ, il est à 90 € le m². Donc je vous prie de m'excuser de cette petite coquille. Donc je vous propose en délibéré de céder environ, et là c'est vraiment environ, 7 177 m² avant bornage, suivant la déclaration préalable de division déposée le 4 avril dernier, des parcelles cadastrées AD 407 et 49 à la société SGMR Les Opalines pour un montant de 90 € le m². Dit que les frais de notaire liés à cette opération seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents nécessaires. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Monsieur Rémy, tout va bien? Ok, parfait. Adopté à l'unanimité. Dans le même ordre d'idées, sur le même lieu, Grange-Vieille, cession d'une partie de la parcelle cadastrée AD 407 à l'office public d'HLM Mistral Habitat. Christian, tu as la parole. Merci. Donc le début, c'est exactement le même. C'est l'office public d'habitation Mistral Habitat s'est porté acquéreur du lot numéro 1 d'une superficie avant bornage d'environ 2546 m² afin d'y réaliser un bâtiment collectif comprenant au maximum 20 logements locatifs sociaux. Le lot sera cédé à 65 € le m². Donc les frais de notaire inhérents à cette opération seront à la charge de l'acquéreur. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette vente et autorise M. le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières
assigner les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Donc les opalines, c'est 90 € le mètre carré, et là, c'est 65 € le mètre carré. Est-ce que ça tient compte du reversement des pénalités SRU, ou c'est 65 et ensuite on reversera des pénalités au titre de la loi SRU pour que le bilan soit... Il y a deux questions en une. Le prix de cession sera vraiment de 65 € le mètre carré. Reversement ou pas de pénalité, c'est l'acte tel qu'il sera passé. En revanche, nous n'avons pas négocié le reversement de participation pour subvention loi SRU à Mistral Habitat pour cette opération. Car la rentabilité globale avec ce prix à 65 € peut passer. Voilà. Mais en revanche, nous avons fait un petit effort sur le prix du terrain, puisqu'il a été vendu plus cher, comme vous l'avez vu, celui qui est à côté, qui est vendu aux Opalines, société de droit privé. Voilà. Très bien, pas d'autres questions. Donc, je vous propose de délibérer de céder environ 2546 mètres carrés avant bornage, suivant la division issue de la déclaration préalable déposée le 4 avril 2019, de la parcelle cadastrée AD 407 à l'office public d'HLM Mistral Habitat pour un montant, et vous barrez le environ, c'est la même erreur que la précédente, pour un montant de 65 € le mètre carré. Dit que les frais de notaire liés à cette opération seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser le maire ou l'adjoint à signer cette opération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci bien. Donc là, nous changeons un peu de braquet. On descend un peu. Christian, c'est toujours toi. C'est une autorisation donnée au maire pour signer et déposer une déclaration préalable pour la modification des ouvertures du local Ciporex, qui est situé chemin des Moulins. Merci. La commune est propriétaire d'un local associatif dit Ciporex sur la parcelle cadastrée, section AE 13, au chemin des Moulins. Elle souhaite y mettre à disposition des associations sportives tauroises, vélo et kayak, des bureaux, douches sanitaires, tout en conservant des espaces de rangement des vélos, kayaks et divers dans ce bâtiment. L'opération consistera en déplacement ou évacuation d'un conteneur de stockage, création d'un bureau avec 2 postes de travail communs aux 2 associations, aménagement de sanitaires et douches hommes et femmes, modification d'un portail afin de permettre un accès PMR, enfin personnes à mobilité réduite, installation d'un portail à enroulement au lieu et place d'un portail à basculement fait qu'il soit manœuvrable avec par une seule personne. La modification des ouvertures du local Ciporex et donc de son aspect extérieur nécessite le dépôt d'une déclaration préalable au titre de l'article R 421-17 du Code de l'urbanisme. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer et déposer cette demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie, Madame Agoguet. Je voulais juste savoir ce que devient la fresque qui avait été faite par dans le cadre du festival C'est pas du luxe. Est-ce qu'elle sera recouverte? Est-ce qu'il y aura des mesures? Je sais pas. A priori, elle restera. Parce que la porte des PMR serait sera découpée dans un portail. On va la garder. Très bien. Donc, je vous propose d'en délibérer, de décider d'autoriser le maire à signer et à déposer une déclaration préalable pour la modification des ouvertures du local Ciporex sur la passerelle cadastrée AE numéro 13 au chemin des Moulins. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite d'une restitution de biens qui ont été mis à la disposition de la communauté de communes des Pays de Sorgues dans le cadre du transfert de la compétence tourisme. Florence, tu as la parole. Merci. Oui, lors du transfert de la compétence tourisme en 2002, des biens des communes ont été mis à disposition de l'intercommunalité conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Une délibération et un procès-verbal sont venus acter cette mise à disposition.
La communauté de communes dispose de ces biens, sauf en ce qui concerne le droit d'aliénation. De même, lorsqu'un bien n'est plus affecté à l'exercice de cette compétence, il doit être restitué à la commune. Ceci est le cas pour le bâtiment qui hébergeait l'Office du tourisme, 6 places du 8 mai et du 11 novembre sur la commune du Thor. La communauté de communes a acquis un nouveau site pour accueillir la maison du tourisme. L'ancien bâtiment n'étant plus affecté à la compétence tourisme, il convient de le retourner à la commune. Il est proposé aujourd'hui d'accepter la restitution du bâtiment et d'autoriser le maire à signer le procès-verbal de retour joint à la présente délibération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Avant que la question nous soit posée, je vous informe qu'on n'a pas encore décidé, ce sera l'objet d'une prochaine réunion, de la future affectation de ce local. Voilà. Donc, et bien évidemment, on annoncera cette future affectation. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de difficultés à trouver une utilisation intelligente. Avez-vous des questions ? Merci bien. Donc, je vous propose en délibéré d'accepter la restitution des biens tels qu'indiqués en annexe 1 du procès-verbal de retour de biens mis à disposition, de m'autoriser à signer le procès-verbal et de solliciter le trésorier municipal afin de procéder aux écritures comptables nécessaires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci, adopté à l'unanimité. Donc Patrick, qui vient d'atterrir d'un pays lointain, la réalisation du nouveau CCAS, c'est une demande de prolongation de la convention de fonds de concours avec la communauté de communes. Je peux te laisser la parole ? C'est la 034. Sinon, je peux la lire. Attends, Patrick, tu n'as pas ton micro. Je vais la lire parce que Patrick arrive juste et il n'avait pas eu les dossiers. Bon, donc simplement, lorsque nous avons négocié, lorsque nous avons décidé de faire les travaux sur le nouveau CCAS, nous avons sollicité la communauté de communes. Et on a obtenu une subvention avec un délai particulier. Et il se trouve qu'en fin d'année, l'architecte n'avait pas réuni toutes les pièces pour solder complètement ce dossier. Et donc le délai négocié avec la communauté de communes a été dépassé. Donc il faut qu'on sollicite la communauté de communes, qui l'a déjà avalisé, qu'il y ait un prolongement, je dirais, de notre dossier jusqu'au 30 juin. Aujourd'hui, toutes les pièces ont été constituées, le dossier partira dans la foulée. Donc cet avenant, qui est très simple, demande simplement qu'on puisse prolonger jusqu'au 30 juin 2019. Avez-vous des questions ? Bon, très bien. Donc je vous propose d'en délibérer et d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 2 de prolongation à la convention pour les fonds de concours exceptionnels versés aux communes membres de l'intercommunalité qui est joint à la présente. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. La délibération suivante, c'est sur la taxe locale. Donc je laisse la parole à Patrick. Merci. Donc, il s'agit de la taxe locale sur la publicité extérieure et quels sont les tarifs applicables au 1er janvier 2020. Donc, par délibération en date du 14 juin 2016, la commune a mis en place la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE. Cette imposition frappe les enseignes, les préenseignes et les dispositifs publicitaires sur la commune. Cette taxe constitue à la fois une source de revenus et un moyen de limiter les publicités intempestives sur le territoire. Les tarifs applicables en 2019 sont exposés dans le tableau qui vous a été remis, qui prévoit une distinction entre les enseignes, les dispositifs publicitaires et préenseignes support non numérique et dispositifs publicitaires et préenseignes support numérique. Et la taxe passe d'un principe varié entre 15,40 et 92,40 au maximum. Il est proposé au conseil municipal de ne pas appliquer l'indexation de cette taxe sur les tarifs sur l'inflation et donc de ne pas prévoir de revalorisation, de maintenir les tarifs pour 2020. Donc nous prévoyons le maintien de la taxe, les tarifs
tels qu'ils étaient en 2018, pour 2019 et pour 2020. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Très bien, merci. Donc c'est un maintien, si vous voulez, des tarifs de la taxe locale de publicité. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. J'aimerais vous faire part de commentaires de Pierre Claire, donc, qui pense que le premier levier pouvant avoir un impact sur l'environnement, c'est la diminution, voire la disparition de la publicité. Ne pas augmenter les impôts sur cette dernière, c'est continuer à laisser croire que la croissance peut se faire en réduisant notre impact environnemental. Voilà. Et étant partisane de la décroissance, je m'associe évidemment à cette pensée, à ce commentaire et le vote de Bruno également. Alors, juste commentaire, c'est lorsqu'on a mis en place cette taxe, on a eu beaucoup de critiques. Bon, je ne sais pas si elle avait été votée totalement d'ailleurs, vous vous en rappelez. Bon. Et nous avions un double objectif. Le premier, c'était effectivement de pouvoir faire rentrer environ 50 000 euros pour la commune. Donc l'année dernière, c'est 44 000 qui sont rentrés. Mais aussi, le deuxième objectif, c'était de faire baisser l'exposition des panneaux publicitaires. Et ceci a été très effectif, puisque dans la première analyse qui avait été montée par le cabinet, si tous les panneaux exposés avaient été maintenus, c'est environ 75 000 euros que la commune aurait encaissé. Et donc, à partir du moment où on a annoncé la mise en place de cette taxe, l'exposition des panneaux a diminué de façon considérable. Et je ne pense pas que c'est nuit à l'exposition des commerces et à la commercialisation de leurs produits. Donc voilà. Et je doute vraiment que le fait de remettre 0,85 ou 1,6, c'est ça qui ferait diminuer encore les panneaux d'exposition. Mais c'est votre liberté de vote, bien sûr. C'est juste la philosophie de la chose. Voilà. D'accord. Donc je vous propose d'en délibérer, de ne pas appliquer de revalorisation des tarifs de TLPE pour l'année 2020, puisque notre vote d'aujourd'hui, il n'est pas pour l'année 2019, il est pour l'année 2020, et de maintenir les tarifs 2019 dans le but de soutenir le tissu économique local. Donc on rappelle la totalité des tarifs. Donc voilà. Et donc je vous demande de bien vouloir voter. Y a-t-il des votes contre? Voilà, donc y a-t-il des votes contre? 2, il y a des 3. Et attendez, comment Les a représentés. Ah d'accord, elle vote 2 fois, quoi. D'accord. Ok. Bon, vous avez compris, les ingénieurs de la comptabilité? D'accord. Très bien, adopté à la majorité. Le dossier suivant traite de la restauration municipale et c'est la participation de la commune au groupement d'intérêt public, le GIP Cuisine Centrale. Et donc il faut que nous adoptions le montant prévisionnel 2019. Donc on rappelle que le budget prévisionnel du GIP pour 2019 s'équilibre en section de fonctionnement à 682 822. Donc les contributions prévisionnelles de chacun des membres, puisqu'il y a l'EHPAD Les Cigales et la commune du Thor, l'EHPAD des Cigales 256 048 euros et la mairie du Thor pour 416 774. Donc il faut rappeler que la commune d'une part et l'EHPAD d'autre part fournissent du personnel qu'ils continuent à payer. Donc ça veut dire que sur ces sommes-là que je viens de vous lister, il y a déjà des paiements qui sont effectués par la commune d'une part et par l'EHPAD d'autre part, par le personnel qu'ils ont rémunéré. En plus, nous reprenons le résultat 2018 qui a eu un léger boni, voilà, et nous rééquilibrons les montants de l'EHPAD et de la commune. Donc, pour les appels de fonds 2019, le conseil d'administration avait décidé dans sa dernière séance, les membres ont décidé de verser 3 mois d'appels de fonds selon les contributions 2018, parce qu'il fallait bien faire tourner l'année 2019. Donc les contributions à verser réellement par les membres, aujourd'hui en prévisionnel,
C'est 152 901,37 € pour le tord et 188 474,50 pour l'EHPAD des Cigales. Le tord fournissant beaucoup plus d'employés, d'agents que l'EHPAD. Et donc, il faut faire des appels de fonds mensuels, puisque tout ceci est mensualisé, c'est divisé donc par 12. Et donc, c'est ce sur quoi vous allez voter. La commune du Thor va verser 11 581 € tous les mois, et l'EHPAD Les Cigales, 15 710 € tous les mois. Et en fin d'exercice, bien évidemment, nous ferons un point sur quelle a été la réalité du budget dépensé par rapport aux subventions qui ont été versées, par rapport aux participations qui ont été versées. Et il y aura des rééquilibrages qui se feront en fin d'année. Donc on vous a joint pour explicatif le budget prévisionnel du GIP avec les prix au repas. Enfin, vous avez la totalité des dépenses qui sont listées. Donc voilà, donc vous aurez à vous prononcer sur ces deux montants, 11 581 € pour la mairie du Thor et 15 000 pour l'EHPAD. Y a-t-il des questions ? Très bien, donc je vous propose d'adopter le montant prévisionnel de la contribution municipale aux ressources du GIP qui s'établit à 398 501,37 € avec la reprise du résultat 2018. Cette contribution est faite pour une part par la mise à disposition du personnel pour un montant prévisionnel de 245 600 et d'autre part par le versement d'une contribution financière de 152 901,37 €. Et on dit que cette contribution sera versée par appel de fonds mensuel à hauteur de 11 581 € et d'autoriser le maire à signer toutes les pièces. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Thierry Blanès nous commente la convention de mise à disposition d'un local communal à l'association Ambiance Thoroise. Merci Thierry. Bonsoir. La convention concernant la mise à disposition d'un local communal à l'association Ambiance Thoroise. L'association Ambiance Thoroise, créée en 2014, a pour objet d'étudier, de préparer et d'organiser certaines festivités et manifestations sur le territoire de l'Thor et d'aider efficacement toutes les initiatives pour le bien public, en fonction d'un programme élaboré en accord avec la commune et conformément à la convention d'objectifs pluriannuelle. Elle organise et coordonne également avec d'autres collectivités communales ou intercommunales des actions ponctuelles, gère également à cet effet les biens et matériels en sa possession ou qui lui ont été confiés. Cette association bénéficie depuis ses débuts de la mise à disposition par la ville du Thor d'un local de rangement dans la salle des fêtes, ainsi que de salles polyvalentes de façon ponctuelle pour ses réunions. En raison du développement des manifestations mises en place et de l'organisation liée, l'association a besoin d'un lieu plus adéquat en superficie et en disponibilité. Aujourd'hui, le local anciennement mis à disposition de l'association Le Thor Tous Ensemble pour Tous a été libéré. Je vous propose de conclure une convention de mise à disposition de ce local pour un an renouvelable une fois, de manière à confirmer le soutien de la ville aux actions conduites par l'association Ambiance Thoroise pour un an renouvelable. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. C'était un euphémisme de dire que le local actuel n'était pas tout à fait adéquat. Ce soir, il y pleut. Ce soir, il y pleut. Il n'y a pas plu beaucoup pourtant. Bon. Ils ont été patients. Avez-vous des questions? Donc, pas de questions. Donc, je vous propose d'autoriser la mise à disposition de ces locaux communaux à titre gratuit, situés avenue Carnot, cadastré AC 649, au faubourg Notre-Dame, à l'association Ambiance Thoroise, d'autoriser le maire à conclure cette convention de mise à disposition à compter du 1er mai prochain. Et que la durée de la convention soit de 1 an, renouvelable une fois. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Laurent Bresson nous commente la délibération suivante qui traite de l'attribution de subventions d'action et soutien à l'UNSS pour le championnat de France Raid des collèges 2019. Merci. L'UNSS, Union nationale du sport scolaire, a retenu la ville du Thor pour mener à bien l'organisation du championnat de France.
Raid des collèges pour l'édition 2019. Cet événement national constituera pour la commune une opportunité de renforcer sa notoriété et permettra de mettre en avant la volonté municipale de favoriser le développement du sport. Ce championnat se déroulera le 21 et 24 mai 2019 sur 3 secteurs géographiques emblématiques du département. Ce sont 60 équipes de 4 concurrents provenant des collèges de toute la France et d'outre-mer qui enchaîneront diverses épreuves, trail, VTT, courses d'orientation, laser run, canoë-kayak, etc. Le mardi 21 mai, prologue sur la commune du Thor, lieu d'accueil et d'hébergement des délégations. Mercredi 22 mai, une étape à travers les dentelles de Montmirail, du lac du Paty de Caron jusqu'à Baume de Venise. Le 23 mai, jeudi 23 mai, dernière étape dans le Luberon, de la commune de Gargas jusqu'à l'Île-sur-la-Sorgue. La première épreuve du raid se déroulera au Thor. Les candidats partiront en course à pied du site de Touzon pour rallier le centre-ville jusqu'à la Sorgue. De là, ils enchaîneront cette course en relais dans des canoës-kayaks pour rejoindre l'arrivée prévue au camping du Jantou. Pour les besoins de cette organisation, la municipalité apportera son soutien par la mise à disposition du complexe sportif le mardi 21 mai pour l'accueil des délégations, la mise à disposition de la salle des fêtes pour les repas et cérémonies protocolaires du 21 au 24 mai, la mise à disposition du domaine public, espace de stationnement, parcours de l'épreuve, un appui technique et logistique de nos services municipaux, services du sport, du centre technique et de la police municipale, une mise à disposition de matériel, barrières, tables, chaises, conteneurs de tri, drapeaux français et européens, coussins protocolaires, panneaux d'affichage, les supports de communication de la ville ainsi que la réalisation des affiches. Enfin, il est proposé une subvention de 2 000 € pour accompagner l'UNSS sur l'achat de goodies, t-shirts, et sur les dépenses globales liées à l'impact médiatique. Merci Laurent. Oui, une précision, excusez-moi. Oh, non, rien de. L'utilisation de la salle des fêtes, dans la convention, elle sera mise à disposition uniquement en cas de mauvais temps. Hein, c'est pour avoir une solution de repli. Voilà, non, sinon tout se passera au gymnase et au Jantou. Y a-t-il des questions sur cette manifestation? Donc, je vous propose de délibérer, d'accueillir et d'apporter notre soutien à l'organisation du championnat de France UNSS Raid des collèges qui se déroulera du 21 au 24 mai prochain sur le département et dont la première étape aura lieu au Thor. Cette étape consistera en une course à pied du site de Touzon pour rallier le centre-ville à la Sorgue et sera suivie d'une course de relais en canoë-kayak jusqu'au camping du Jantou. Et d'attribuer, de façon corrélative, une subvention d'action de 2 000 € à l'UNSS pour l'achat des goodies et supports médiatiques liés à cette organisation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, c'est le partenariat entre notre commune et l'USEP 84 pour l'organisation de la fête du sport. Laurent, tu as la parole. Merci. La fête du sport 2019 s'inscrit dans la continuité des événements initiés par la municipalité pour rassembler tous les jeunes et moins jeunes, licenciés ou non licenciés en club, à s'essayer à la pratique sportive. Ce rendez-vous est ouvert au plus grand nombre. L'USEP, aux côtés du service des sports municipal, interviendra sur une journée dédiée aux enfants des classes de CM1, CM2 et 6e issus des écoles et du collège du Thor le vendredi 14 juin. Cette manifestation, initiée par la commune en partenariat avec l'USEP, vise les objectifs suivants. Fédérer les clubs, associations, écoles, collèges et les différents services de la commune autour d'un projet sportif, citoyen et commun. Promouvoir les notions de citoyenneté et de faire ensemble pour vivre ensemble. Faire découvrir et pratiquer des activités sportives et culturelles. Contribuer à l'éducation, à la santé et à l'environnement. Partager des temps de plaisir et de convivialité. Pour l'organisation de cette journée, l'USEP et la commune ont élaboré une convention définissant les modalités de ce partenariat. Il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention de partenariat avec l'USEP dans le cadre de la fête du sport 2019. Alors, en annexe est joint, bien sûr, la convention. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'en délibérer, de m'autoriser à signer la convention de partenariat entre la Ligue de l'enseignement USEP 84 et la commune du Thor
dans le cadre de l'organisation de la fête du sport du 14 juin prochain et d'attribuer une subvention d'action d'un montant de 2 000 € au titre de l'organisation de cette manifestation. Montant qui pourra être réajustable pour un montant ne dépassant pas 500 €. Donc ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 2 500 €. C'est ça, hein? D'accord. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Attribution de subventions de fonctionnement aux associations tauroises. Laurent, je te demande de les commenter puisque c'est essentiellement le sport, pas uniquement, mais essentiellement le sport. Merci. Donc, dans le cadre d'attribution de subventions annuelles de fonctionnement aux associations tauroises qui développent ou portent un projet d'intérêt général en participant à la vie de la commune, il est proposé de verser aux associations suivantes les sommes suivantes. Alors, la commune propose d'attribuer une subvention de 1 200 € au vélo club Le Torgadagne pour lui permettre de développer et gérer son association qui enseigne la pratique du vélo aux enfants et jeunes de la commune. La commune propose d'attribuer une subvention de 1 500 € à l'Union Boulis Tauroise pour lui permettre de développer et gérer son association qui enseigne la pétanque aux enfants et aux jeunes de la commune. La commune propose d'attribuer une subvention de 250 € à la FCPE et de 250 € à la PIC, Association des parents d'élèves. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose d'attribuer aux associations tauroises une subvention de fonctionnement pour l'année 2019. Vélo Club Le Torgadagne, 1 200 €, l'Union Boulis Tauroise, 1 500, la FCPE, 250 et la PIC, 250. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et le dernier rapport, c'est une attribution de subvention d'action, et non pas de fonctionnement, d'action. Et la dominante, c'est le sport. Donc, Laurent, tu as la parole. Merci. Alors, dans l'optique des principes généraux qui ont été établis pour verser les subventions d'action, sur la base desquels sera étudié chaque projet d'action, la taille de l'association en fonction du nombre d'adhérents, la participation à la vie de la commune, la force de mutualisation des actions mises en place entre associations pour un projet et la valorisation de l'image du Thor en dehors de ses frontières. Donc, les projets des associations en phase jeunesse et FCPE, à l'occasion de la bourse au sport organisée le dimanche 8 septembre, l'association mettra en place des ateliers créatifs destinés à un public jeune. Il est proposé une subvention de 100 €. L'association souhaite faire l'acquisition d'un barnum pliant utile à l'ensemble des manifestations qu'elle organise en extérieur et destiné à protéger son matériel. Il est proposé une subvention de 200 €. Projet association sportive, l'association Vélo Club Le Torgadagne. Cette association organise chaque année le Grand Prix des commerçants et des artisans du Thor. Cette course fait partie des moments forts de la vie sportive des Thaurois. Victime de son succès, l'association a besoin de faire face à des dépenses supplémentaires chaque saison. Il est proposé une subvention de 600 €. L'association Union Boulis Tauroise. L'association organise chaque saison une série de 8 tournois qui rassemblent pas moins de 150 participants par tournoi. Cette manifestation offre également l'occasion de faire découvrir le Thor à l'ensemble des personnes participantes venant des villes environnantes. Il est proposé une subvention de 480 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose en délibérer d'attribuer une subvention de 300 € à la FCPE, une subvention de 600 € à l'association Vélo Club Gadagne, une subvention de 480 € à l'association Union Bouliste Tauroise. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Donc, avant de passer aux questions, nous avons une question qui a été posée préalablement. Je voulais juste vous donner une information. On a été beaucoup sollicité sur la raison des travaux qui ont été menés autour de l'église, puisqu'il y a eu des trous importants qui ont été faits, des excavations, etc. Et enfin, une dizaine de personnes m'ont dit « mais qu'est-ce qu'ils font là ?» etc. Donc c'est des travaux préalables aux travaux de revêtement qui vont être mis sur la place et qui sont absolument nécessaires. Ce sont ce qu'on appelle des fouilles archéologiques, puisqu'une fois qu'on aura mis les pavés, ça ne pourra plus être bougé. Et donc, il est normal que préalablement, on vérifie s'il y a des
des fouilles archéologiques, des vestiges qui mériteraient d'être répertoriés, etc. Et nous avons trouvé des squelettes et des crânes, voilà, qui sont situés dans les contreforts de l'église. D'ailleurs, on s'en doutait, mais les gens qui ont fait les travaux en étaient sûrs, puisque ça se produit chaque fois qu'ils traitent autour des églises, puisqu'il y a une époque où soit les notables, soit les moines, soit les curés, je ne sais plus, étaient enterrés proches de l'église. Donc ces fouilles ont eu lieu de façon très précautionneuse, parce qu'il ne fallait pas déséquilibrer les murs de l'église. Mais il y a des endroits assez descendus très profonds, 4 mètres, je crois, voilà. Ouais, bon. Et chose étonnante, quand même, pour votre information et votre culture, l'eau de la nappe phréatique était beaucoup plus haute côté sud de l'église et beaucoup moins haute côté nord. Et donc, un expert est venu et nous a confirmé que ceci était tout à fait normal, parce que l'église, de par ses fondations qui descendent très profond, faisait barrage à la nappe phréatique. Et en faisant barrage, puisque ça va dans ce sens, ça va vers la Sorgue, le côté sud avait une nappe phréatique beaucoup plus élevée. Donc voilà. Pour ce qui concerne, vous ne m'avez pas posé la question, mais ça va venir, on me l'a demandé tellement de fois, qu'est-ce que vous avez fait des squelettes et des crânes ? Alors, un certain nombre sont partis pour être examinés, répertoriés, identifiés, et le reste a été réenterré sur place, comme ça l'était, de façon ancestrale. Voilà. Florence. Oui, pour compléter tes propos, donc ces fouilles qui sont en fait un diagnostic archéologique feront l'objet d'un compte-rendu forcément du conseil départemental, et on sera amené à communiquer bien sûr sur les résultats de ce diagnostic. Néanmoins, on n'a pas trouvé quelque chose d'exceptionnel autour. Mais par contre, c'est pas tout à fait terminé. Au fur et à mesure des travaux et des nouvelles fouilles, ce coup-ci pour les travaux, l'archéologue poursuivra la surveillance du chantier et sera amené à fouiller, lui, le chevet de l'église, donc celui qui touche la route qui descend du pont de Douzamont, et le parvis, donc devant le portail méridional. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui peut se passer encore, mais bon, on n'a rien trouvé d'exceptionnel, quoi. Voilà. Par contre, on a vu que l'église était assise sur des fondations tout à fait exceptionnelles qui descendent à 2,50 m de profondeur, et d'où sa stabilité et les raisons pour lesquelles elle n'a pas bougé, quoi. Et probablement des pilotis dessous. Donc il y a des techniques de construction qui sont quand même très intéressantes à étudier, vu le contexte national et ce qui s'est passé à Notre-Dame. On voit que quand même, voilà, il y a une sacrée maîtrise, quoi, au XIIe siècle. Et notamment, ce qui a eu de très étonnant, c'est que ces fondations ont un glacis qui les protège, qui n'a absolument pas bougé, alors qu'il date, il a passé des siècles dans l'eau, puisque là, l'eau, elle est là depuis. C'est un glacier à la chaux qui n'a absolument pas bougé. C'est ça, on serait à peu près, il y a 800 ans, de 1218-1220. Voilà, donc c'est assez exceptionnel. Étonnant. Voilà. Alors, nous avons une question. Les conversations confidentielles sont interdites. Non, mais c'est sûrement intéressant, mais vous avez une question, je crois, à poser. Je demandais si on pourrait lire le rapport de l'INRAP, et Florence me disait que ce n'était pas l'INRAP, c'était le conseil départemental, mais je crois que c'était l'INRAP qui faisait les fouilles. Alors, le service régional d'archéologie a désigné le service archéologique du département pour faire les fouilles. Voilà, c'est pas forcément toujours l'INRAP, qui a les fouilles. Très bien. Donc, nous avons une question que vous avez posée jeudi. Je vous en prie. Alors déjà, en préambule, je voulais juste m'excuser parce que j'ai envoyé la question un petit peu tard et vous voulez bien y répondre. On vous pardonne beaucoup plus, madame. Donc, voilà, parce que c'était important que les Taurois soient au courant. Et donc, la question portait sur les travaux sur le CD1 qui ont été entrepris par le conseil départemental du Vaucluse. Donc, je voulais connaître un peu la nature des travaux et le calendrier des travaux également. Alors, ces travaux donc sur la départementale CD1 sont réalisés sous la responsabilité du conseil départemental et ils concernent la portion entre Caumont et Le Thor. Donc, il s'agit de travaux de réhabilitation de cette portion de route suite à des dégradations dues en partie à un soubassement instable. Donc, la route commençait à des endroits à s'affaisser, il y avait des fissures, etc. Ils ont fait des sondages il y a 6 mois qui ont révélé qu'il y avait nécessité d'intervenir de façon assez rapide.
Donc la particularité de ces travaux consiste à ne pas étendre un simple enrobé, comme on fait habituellement, mais après avoir décaissé, de poser un produit mixte enrobé béton appelé Recyclovia, composé de bitume qui est récupéré de la route elle-même et de ciment. Ce produit, il est fabriqué sur place et il vient solidifier la sous-couche. Ce produit nécessite un temps de séchage de 3 semaines environ, puisqu'il y a du ciment. Et donc c'est après séchage qu'est positionné un enrobé classique. Donc voilà. Donc sur les aspects de calendrier, nous sommes intervenus auprès du département pour que la fermeture de la route, qui était initialement prévue 3 semaines d'affilée, fermeture à la circulation, mais pas aux riverains, bien évidemment, soit gérée différemment que cette fermeture de 3 semaines. Et donc, il a été convenu, et en accord avec les riverains commerçants, il y en a notamment 2 qui étaient très concernés, qui sont satisfaits de la mesure, il a été convenu d'une fermeture de 2 jours en avril, elle a eu lieu, ceci est réalisé, et de 2 jours au mois de mai. Le reste du temps, les circulations se faisant en alterné. Donc ça veut dire que ça n'empêchera pas les clients de venir dans les commerces locaux. Voilà, mais ce n'est pas tout à fait ce qui avait été prévu. Alors, si vous souhaitez des informations sur le produit Recyclovia, nous avons une chance inouïe à la fin de ce conseil municipal. Nous avons l'expert du Sud-Est autour de cette table. C'est monsieur Lionel Gomez qui a utilisé ce produit dans une précédente vie et il pourra vous le commenter librement. Voilà, je vous remercie. Notre conseil est terminé. Le prochain conseil, vous me le mettez devant les yeux pour que je ne me trompe pas, c'est le mardi 28 mai 2019. Voilà, 28 mai 2019. Ça a changé parce que c'était le 21, mais en raison de l'UNSS, ça a été décalé d'1 semaine. Vous y serez cordialement invités. Et n'oubliez pas de signer le registre. Voilà. Merci à chacun.